vendredi, c'était déjeuner au bar du Noyer. C'est là que se réunit une fois par semaine le club des idiots pour partager leurs soucis. L'effectif n'est pas très impressionnant, juste 4 gars d'âge moyenne avec un point commun. Nos femmes nous trompent. Bradley Cook, Ray Timmons, Karl Marshall et moi, John Terrell, avons fréquenté le lycée ensemble. Nous avons tous épousé nos petites amies de lycée et sommes restés amis pendant ces 20 dernières années. Nous avons 6 enfants, dont 2 sont les miens. Tous sont soit au lycée, soit à l'université. Les 4 d'entre nous n'avaient pas de problème d'emploi car nous avions de quoi nourrir les enfants et payer les factures. Les femmes, en revanche, étaient dans une situation différente. À mesure que les enfants grandissaient, les femmes avaient beaucoup de temps libre. Elles le passaient ensemble, à faire du shopping et à partir en diverses excursions d'une journée. Pour les gars, c'était surtout le déjeuner du vendredi, avec parfois des barbecues ou des fêtes chez l'un de nous le week-end. Karl a été le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Au début, il pensait que c'était juste sa femme, Betsy. Puis un jour, il en a parlé et cela a ouvert les vannes. Aucun de nous n'avait de preuves concrètes indiquant que nos femmes nous étaient infidèles, mais nous avons tous remarqué de petites choses laissant penser qu'il se passait quelque chose. Bradley a imprimé une liste de choses que les maris devraient surveiller s'ils soupçonnaient leurs épouses d'infidélité. Après avoir étudié les listes, tout le monde est devenu paranoïaque. Les conversations hebdomadaires pendant le déjeuner se sont transformées en récits des actions de nos femmes de la semaine passée. Bientôt, nous avons commencé à avoir l'impression d'inventer tout cela juste pour répondre à une prophétie catastrophique que nous nous étions projetés. Aucun de nous n'avait le courage de confronter nos épouses. Nous étions mariés depuis trop longtemps pour risquer de les repousser si nous avions tort. De plus, nous avions peur de l'impact d'une accusation injuste sur les enfants. La plus grande crainte était que les soupçons se révèlent fondés. Ray avait un ami qui avait un ami travaillant pour une agence de détectives privés. Nous avons payé 4 000 $ d'avance pour une semaine de travail. Nous avons tous contribué notre part et donné aux gars des photos, des numéros de téléphone, des plaques d'immatriculation et des types de voitures. Il allait commencer le travail le lundi suivant et nous remettre un rapport lors de la réunion du vendredi suivant. Ça allait être une longue semaine. Toutes les filles avaient la quarantaine, mais pas encore toutes. Elles avaient toutes l'air bien pour leur âge. Ray et sa femme Jenny avaient un fils qui était à l'université. Il avait eu un accident alors qu'ils étaient encore au lycée. Jenny était petite, un peu plus d'1,50 m. Elle avait aussi un côté hippie, mais s'habillait bien pour le cacher. Elle avait teint ses cheveux en blond et les portait relevés pour paraître plus grande. Mais ça ne marchait pas. Jenny avait la meilleure personnalité de toutes. Elle savait toujours vous faire rire. Bradley a fini par épouser une femme italienne fougueuse nommée Carla. Carla avait un corps pour lequel n'importe quel homme mourrait. Ses cheveux étaient foncés, presque noirs, mais pas tout à fait. Cela allait bien avec son teint olive. Elle ne s'arrêtait jamais de parler. Ils avaient une fille qui ressemblait beaucoup à sa mère. Ma femme Marcy semblait être la chef de file du groupe. Marcy n'était pas aussi grande que Betsy, mais presque pareille. Elle avait des cheveux blonds naturels qu'elle portait détachés jusqu'aux épaules. J'ai toujours pensé qu'elle était belle, mais elle avait quelques cicatrices d'acné de son adolescence qu'elle devait cacher avec du maquillage. Elle était complexée à ce sujet, et j'essayais de ne jamais en parler. Je n'étais pas le plus bel homme du monde, mais je me sentais heureux juste en étant avec elle. Le jeudi soir, j'étais un désastre. Marcy était de bonne humeur et nous avions passé une excellente soirée ce soir-là. Mes fils, Josh et Jordan, étaient déjà partis de la maison à 18 h pour une destination inconnue. Ils avaient de bonnes notes et ne se mettaient jamais dans des ennuis, donc je ne voulais pas savoir ce qu'ils faisaient. Marcy et moi avons passé la soirée seuls devant la télévision. C'était notre passe-temps habituel. J'ai commencé à penser que c'était probablement le problème. Je ne lui offrais pas assez de divertissement et de frissons. Bien sûr, à ce moment-là, je n'avais même pas réalisé que j'avais réellement un problème. Demain, j'apprendrai la nouvelle, bonne ou mauvaise. Je voulais lui en parler, mais je ne savais pas comment commencer la conversation. Je suis resté ainsi, plongé dans mes pensées, une bonne partie de la soirée.
Peu de temps après que Marcy soit allée se coucher, les garçons sont rentrés. Nous avons discuté pendant quelques minutes de choses sans importance, puis ils sont aussi allés se coucher. Moi, par contre, j'ai attrapé une bière et suis resté à regarder de vieux spectacles comiques jusqu'à m'endormir sur le canapé. Quand je me suis réveillé le matin, la télé était toujours allumée. Les garçons se préparaient pour l'école. « John, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles préoccupé depuis une semaine environ. Est-ce qu'il se passe quelque chose au travail ?» Marcy semblait planer au-dessus de lui. « Non, il n'y a rien qui ne va pas au travail, chérie. J'ai juste beaucoup d'autres choses en tête. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? » Je me suis levé lentement du doux canapé et ai monté les escaliers. J'ai bien peur que ce soit trop tard maintenant. Ce qui a été fait ne peut plus être défait. Je l'ai laissé avec cette maxime profondément philosophique et je me suis dirigé vers la douche. 30 minutes plus tard, j'étais en route vers la porte. Marcy avait préparé du café et un petit déjeuner léger, mais je suis passé devant elle sans rien dire. Elle avait l'air inquiète, et elle devrait l'être. Le reste de la matinée semblait interminable. Il me semblait que l'heure du déjeuner n'arriverait jamais. Carl, Bradley et Ray étaient déjà assis à table quand je suis arrivé. Je pensais être arrivé tôt, mais ils m'avaient tous devancé. Nous avons décidé de ne pas commander de nourriture, mais nous avons chacun pris une bière pression. Frank Perella était l'agent secret assigné à notre affaire. C'était une tentative faible de notre part d'insuffler un peu de légèreté à ce qui aurait sinon été une entreprise sombre. Messieurs, j'ai ici des rapports pour 4 jours différents, et chacun concerne une épouse différente. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier, ou dois-je le faire un jour à la fois? Après que nous ayons tous convenu que nous devrions faire les récits en journée, Frank a commencé par les lundis. Pour commencer, chacune de vos femmes rencontre quelqu'un. Pendant les 4 premiers jours, nous rassemblions simplement des informations sur quand et où. Nous n'avons pas de preuves sérieuses en photo ou audio, car cela vous coûterait beaucoup plus cher et prendrait plus de temps. Il fit une pause un moment, apparemment pour un effet dramatique. Il est intéressant de noter qu'une seule femme peut avoir une liaison en une journée. Les 3 autres étaient sa couverture. Elles sortaient toutes ensemble pour la journée et rentraient ensemble. Si elles allaient faire du shopping, les 3 qui n'étaient avec personne achetaient quelque chose pour celles qui avaient un rendez-vous. Je suppose seulement que s'il y avait un problème, elles se couvriraient mutuellement. Des questions pour l'instant? Il n'y avait pas de questions, alors il continua. Le lundi, elles sont toutes parties ensemble dans la voiture de Marcy. C'était le récit le plus facile de la semaine. À 10 heures, elles ont déposé Carla Cook au 321 David Drive puis sont allées au Berkshire Mall. Je suis retourné à la maison sur David Drive et j'ai attendu de voir ce qui se passerait ensuite. La maison est louée par un certain Steve Springer. Il travaille comme culturiste chez Henderson Ford à Tarryton. Nous avons découvert plus tard qu'à 10 minutes avant que Carla ne soit déposée, un appel téléphonique a été passé à la maison. Le même téléphone a été utilisé lors de tous les autres rendez-vous. C'est un téléphone portable non enregistré, mais nous avons le numéro. Nous ne savons pas lequel des femmes possède ce téléphone. Bradley n'avait pas l'air au mieux. Il était de mauvaise humeur et semblait avoir du mal à se contrôler en ce moment. Ray lui dit quelque chose à voix basse et il se calma un peu. Environ 3 heures plus tard, un appel a été passé du téléphone fixe au téléphone portable. 10 minutes après, Marcy et les filles sont passées en voiture et ont récupéré Carla. Elle les a conduites chacune chez elle. C'est tout pour le lundi. Des questions? Bradley était déjà sur les nerfs. Puis-je avoir une bière? Nous avons fini par commander 5 bières. Bradley a bu la moitié de sa bière et a continué. Mardi, c'était au tour de Carla de conduire. Ils se sont tous rendus au marché aux antiquités de Reininger, à environ 10 miles de la ville. Après avoir garé la voiture, ils sont restés ensemble en entrant sur le site du marché. Il était difficile de les suivre dans les allées bondées, mais cela n'a pas pris longtemps. Environ 10 minutes avant leur arrivée, un appel téléphonique a retenti. L'appel était destiné au motel Dorchester de l'autre côté de l'autoroute du marché. Betsy Marshall s'est séparée du groupe et est sortie par la porte d'entrée.
Je l'ai suivie et j'ai observé alors qu'elle traversait la route pour entrer dans la chambre 114 du motel Dorchester. Richard Tolliver avait réservé cette chambre la veille. Madame Marshall est restée dans la chambre pendant plus de 2 heures, puis est retournée au marché où elle a retrouvé les autres femmes au même endroit où elle les avait quittées. Elles ont quitté le marché et sont rentrées chez elles. Des questions? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Carl, qui diable est Richard Tolliver? C'est notre opticien. Je pensais qu'elle se faisait beaucoup vérifier les yeux ces derniers temps. Carl s'est affaissé dans son fauteuil, terminant sa bière. Il n'y avait pas un seul visage souriant à la table. Nous avons décidé de commander une autre chope de bière chacun. Le mercredi, Betsy s'est mise au volant. Ils se sont rendus au marché des fermiers du Green Dragon. L'appel téléphonique de ce jour-là a été dirigé vers un téléphone différent, mais il était traçable. Au lieu de se garer le plus près possible du marché, ils se sont rendus à l'extrémité du parking où les camping-cars étaient stationnés. Les 4 ont traversé le parking, mais seuls 3 d'entre eux sont réellement entrés dans la zone du marché. J'ai dû retourner en arrière et essayer de découvrir ce qui était arrivé à Jenny Timmons. Elle était introuvable. J'ai noté les plaques d'immatriculation de toutes les voitures dans lesquelles elle aurait pu s'échapper, au nombre de 23. Mes hommes ont pu faire correspondre le numéro de téléphone portable qui avait été appelé et les numéros des camping-cars. 1 heure plus tard, je me tenais devant un grand Winnebago appartenant à Owen Zimmer. Monsieur Zimmer possède une concession Volvo à Lancaster. Peu après midi, Jenny quitta le camping-car et rejoignit les autres dames pour déjeuner. Plus tard, elle riait et plaisantait tout en marchant vers la voiture pour rentrer à la maison. « Ray, tu conduis une Volvo, n'est-ce pas? » « Oui, nous l'avons achetée à Lancaster l'année dernière. Je voulais faire quelque chose de gentil pour Jenny. C'est une blague, mais il vaut mieux que personne ne rigole. » J'attendais avec angoisse ce qui allait se passer ensuite. J'étais le seul resté. Je ne voulais vraiment pas plus de bière. « D'accord, Frank. Je ne supporte pas la suspension. Que diable s'est-il passé jeudi? » Jeudi, Jenny a conduit la Volvo jusqu'au centre commercial King of Prussia. Elles sont entrées dans le centre commercial en agissant très naturellement. Marcy a passé un appel téléphonique et a passé le combiné à Jenny. Les suites exécutives s'étaient jointes au centre commercial du côté nord. Le groupe s'est dirigé dans cette direction et Marcy Terrell s'est glissée discrètement et a pris l'ascenseur. Tout ce que nous savions à ce moment-là, c'est qu'elle était montée au 5e étage. Il a fallu quelques heures, mais mes gens ont pu recouper l'appel téléphonique avec l'immatriculation du véhicule. Le député Alan Hoffman avait loué la chambre 511 pour la journée pour une conférence d'affaires. À 2 heures de l'après-midi, un appel a été passé de cette chambre à notre mystérieux téléphone portable. 10 minutes plus tard, toutes les dames étaient de nouveau ensemble et rentraient chez elles. Cela conclut mon compte-rendu. Nous préparerons des rapports détaillés pour chacun de vous. Si vous décidez que vous avez besoin de plus d'informations, nous serons heureux de vous aider. Soudain, j'ai souri pour moi-même. Carl l'a remarqué et a dû me demander ce qui était si drôle. Alan Hoffman est un démocrate et Marcy et moi sommes républicains. Je trouvais juste ça amusant. Le reste des gars n'a pas compris la blague. Frank a rassemblé tous ses papiers. Il avait de courts rapports abrégés pour chacun de nous. Il ressemblait presque à un brouillon, mais contenait toutes les informations importantes. Nous l'avons tous remercié lorsqu'il est parti. Maintenant, nous étions seuls dans notre misère. Personne ne voulait boire plus de bière. Ray et Carl avaient déjà pris leur journée entière. Bradley et moi avons bientôt fait de même. Quand je suis rentré à la maison, la voiture de Marcy avait disparu. Aujourd'hui, c'était son jour pour faire les courses. Au moins, elle le faisait seule. Les garçons étaient encore à l'école. Profitant de la maison vide et du temps libre, j'ai déplacé mes vêtements et effets personnels dans la chambre d'amis. Je suis descendu juste à temps pour aider Marcy à décharger les courses de la voiture. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais rentré si tôt. Elle avait toujours ce regard préoccupé sur le visage qui était apparu quand je suis parti ce matin-là. J'ai essayé de ne pas la déranger pendant qu'elle rangeait les courses. Elle savait où tout était et moi non. Bientôt, elle cuisinait le dîner. Elle était une bonne cuisinière et maîtresse de maison.
Juste au moment où les garçons rentraient de l'école, le téléphone a sonné. J'ai salué les garçons comme d'habitude pendant que Marcy discutait. Elle a raccroché avec un air préoccupé. Les garçons sont partis dans leur chambre. Que diable faisais-tu cet après-midi? Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles. C'était Jenny au téléphone. Bradley est rentré tôt du travail aujourd'hui et a commencé à accuser Carla de le tromper. Cela s'est terminé par une dispute et Carla est maintenant à l'hôpital. La police interroge Bradley. Jenny a appelé les parents de Carla. Jenny a dit que tout cela s'est passé à cause d'une réunion que tu as eue aujourd'hui. John, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne me dis-tu rien? Ce n'est pas le moment d'être gentil, bon sang. Je veux une explication. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche et j'ai composé le nouveau numéro de raccourci que j'avais téléchargé plus tôt. J'ai vu le sang quitter le visage de Marcy lorsque le téléphone prépayé caché dans son sac à main a commencé à sonner. Je n'étais pas sûr qu'elle ait le téléphone, mais j'ai décidé de tenter ma chance. Tu ne vas pas répondre? Ça pourrait être important. S'ensuivit un bref silence. Mon Dieu. Tu sais, n'est-ce pas? Je sais tout. Nous savons tous tout. À ce moment-là, Josh et Jordan sont descendus les escaliers pour le dîner. Tu ne vas rien dire devant les garçons, n'est-ce pas? Je ne le ferai pas si tu dis oui. Dis-leur tout et je garderai le silence. Si tu mens ou essaies d'embellir, je serai obligé de tout leur dire moi-même. Tu n'aimeras pas ça. Nous avons commencé le repas comme d'habitude. Je ne sentais pas que c'était nécessaire pour Marcy de tout me dire tout de suite. Ce serait bien de finir le repas et ensuite elle pourrait le faire à un moment plus approprié. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Peu de temps après avoir commencé le repas, Josh a été franc. Pourquoi as-tu déplacé toutes tes affaires dans la chambre d'amis, papa? Est-ce qu'il se passe quelque chose entre vous deux? Les deux fils regardaient nos visages mais n'ont jamais touché à leur fourchette. Marcy n'avait aucune idée que j'avais déplacé mes affaires. Laisse ta mère vous l'expliquer. Marcy était nerveuse. D'une manière ou d'une autre, je ne pensais pas qu'elle pourrait le faire et j'avais raison. Ton père et moi avons décidé que ce serait une bonne idée si nous passions un peu de temps séparément. C'est temporaire et vous les garçons n'avez rien à craindre. J'ai posé ma fourchette sur mon assiette et regardé ma femme. Désolé Marcy, mais ce n'est pas suffisant. Soit tu leur dis la vérité, soit c'est moi qui le ferai. Elle était décontenancée. À ce stade, elle n'était toujours pas sûre de ce que je savais et elle ne voulait certainement pas tout révéler devant ses enfants. Désolé John, mais c'est tout ce que je peux faire. Josh et Jordan ont posé leur fourchette de côté et nous ont regardés. Plus j'attendais, plus j'étais agacé. Hier après-midi, ta mère a passé 4 heures avec son amant à l'hôtel exécutif suite à King of Prussia. Il y eut un silence à table. Marcy a réalisé que je savais tout. Elle fixait son assiette, ne voulant pas croiser notre regard à aucun de nous deux. Elle ne semblait même pas respirer. Les garçons se sont levés et sont sortis ensemble par la porte d'entrée. C'était cruel, John. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je t'ai donné le choix et tu ne l'as pas fait. Après ce que tu m'as fait, ce n'était pas cruel. Je vais sortir de la chambre d'amis dès que je trouverai un appartement. Marcy a finalement pleuré, en courant à l'étage. J'ai rangé la vaisselle du dîner. Personne n'avait rien mangé, donc tout est allé à la poubelle. Je chargeais la vaisselle dans le lave-vaisselle quand elle est descendue avec un petit sac. Elle s'est arrêtée avant de passer la porte. Où vas-tu être? Je reste avec Janice. Je l'ai regardée monter dans la voiture et conduire chez sa sœur. Quand les garçons sont rentrés à la maison, il était passé minuit. J'étais assis dans le salon avec ma 5e chope de bière. Ils m'ont regardé et sont montés à l'étage sans dire un mot. Le lendemain matin, j'étais toujours allongé sur le canapé quand j'ai entendu sonner la sonnette. Sans réfléchir longtemps, j'ai constaté que Ray et Carl avaient apporté du café et des viennoiseries. Carl a posé le café et les viennoiseries sur la table de la cuisine. Nous sommes restés silencieux quelques instants, puis Carl a brisé la glace. Bradley est toujours en prison. Il attend que ses parents le sortent de là. Carla est sortie de l'hôpital et elle et sa fille ont emménagé chez ses parents. Nous ne savons pas si elle portera plainte ou non.
C'est dommage qu'un homme adulte doive appeler ses parents pour obtenir de l'argent pour la caution. Comment ça va, les gars? Comment se passent les choses à la maison? Karl a pris la parole en premier. Quand je suis rentré chez moi aujourd'hui, il y avait un message sur le répondeur. Jenny a appelé et a laissé un message pour Betsy en disant que je savais tout à ce sujet. J'ai vérifié la maison et la moitié de ses vêtements avaient disparu ainsi que ses affaires personnelles. Je ne sais pas où elle est. Heureusement, les filles sont à l'école. C'est tout ce que j'ai. Ray n'avait pas du tout envie de parler, mais il se sentait obligé. Jenny m'a laissé un mot disant qu'elle allait rendre visite à ses parents à Frackville ce week-end. Elle a dit qu'elle m'appellerait une fois arrivée, mais je n'ai pas reçu d'appel. Eh bien, je suis dans la même situation. Marcy et moi avons eu une discussion hier soir, en partie devant les garçons. Au lieu de discuter des choses, elle a fait une valise et est partie chez sa sœur. Je ne sais pas quand j'aurai de ses nouvelles. John, comment ont-ils su que nous étions au courant? Karl était préoccupé par le fait que les choses devenaient incontrôlables. Mon intuition est que Bradley a rencontré Carla dès son retour à la maison et qu'elle a réussi à appeler Jenny avant que les choses ne tournent mal. Je sais que Jenny a appelé Marcy vers l'heure du dîner. C'est probablement à ce moment-là qu'elle a laissé un message à Betsy aussi. Et les gars, est-ce que quelqu'un sait quelque chose sur ce qui se passe avec les abrutis qui ont monté toute cette histoire? Ray semblait un peu déboussolé par la situation. Nous avons passé les heures suivantes à discuter de nos problèmes. Josh et Jordan sont descendus pour le petit déjeuner et ont écouté les conversations, mais n'ont rien dit. J'ai décidé de ne rien leur cacher. Après le départ de Karl et Ray, les garçons et moi avons eu une discussion franche. Ils voulaient rester à la maison jusqu'à la fin de leurs études. Tous les deux préféraient passer ce temps avec moi plutôt qu'avec leur mère. Je n'ai rien fait pour ternir son nom ou son image. Je n'ai pas cherché à les influencer de quelque manière que ce soit. Cela n'avait pas vraiment d'importance. Les garçons et moi avons passé le dimanche à faire du jardinage, à tondre, tailler et élaguer, des tâches qui semblaient toujours être remises à plus tard. Nous avons fait de notre mieux pour tuer le temps. Rien n'a été dit de toute la journée sur la situation familiale. Marcy n'a pas appelé. Bradley m'a appelé pour me dire qu'il était sorti sous caution. Carla avait obtenu une ordonnance restrictive contre lui. Il semblait étrange que 4 gars qui n'avaient rien fait de mal soient contraints de payer pour les conneries que leur femme avait faites. Quelque chose clochait dans toute cette affaire. Les choses ne se sont pas améliorées le lendemain. J'étais reconnaissant que Josh et Jordan soient assez grands pour se débrouiller seuls. Josh partait à l'université dans 3 mois, et Jordan partait l'année suivante. Bradley s'est présenté à la maison avant que je parte pour le travail. Nous sommes allés ensemble chez Ziop pour prendre le petit déjeuner et nous annoncer mutuellement la nouvelle. Carla avait accepté de retirer les accusations contre Bradley s'il acceptait un divorce à l'amiable. De son point de vue, ce n'était pas difficile. Il allait commencer les démarches dès que nous aurions fini de manger. De mon côté, j'allais devoir agir car, à mes yeux, le mariage était terminé. Nous avions chacun nos propres problèmes à gérer, mais Bradley et moi avons décidé que nous réunir à 4 serait une bonne idée. J'ai accepté d'acheter une pizza s'il apportait de la bière. Le travail était difficile pour moi. Joyce, ma fidèle secrétaire, a essayé de comprendre pourquoi je n'étais pas revenu travailler vendredi après-midi. Elle a abandonné en voyant que je ne répondais pas. La grande surprise est arrivée juste avant midi. Monsieur Terrell, je m'appelle Nelson Noyce. Je suis du bureau du procureur de l'État. Il était corpulent et souffrait de rosacée. Des perles de sueur étaient visibles entre ses cheveux clairsemés et sur son front. J'ai décidé de ne pas lui serrer la main. Que puis-je faire pour vous? Ceci est une ordonnance de cessation et d'abstention délivrée au nom de l'État. Vous êtes par la présente ordonné de cesser toute enquête sur la vie personnelle du député de l'Assemblée d'État Alan Hoffman. Toute autre intrusion entraînera des poursuites pénales de la part de l'État. Il m'a remis une chemise manie qui contenait apparemment des documents juridiques. Je suis désolé, monsieur Noyce, mais j'avais l'impression que le député Hoffman est une personnalité publique, et donc ouvert à ce type d'enquête. Êtes-vous avocat, monsieur Terrell? Non. Alors je vous suggère de lire l'ordonnance et de ne pas faire d'histoire.
À ces mots, un sourire sarcastique est apparu sur son visage. Je me suis adossé à mon fauteuil et lui ai souri en retour. En sortant du bureau, il semblait soudain un peu incertain. J'ai pris le reste de la journée de congé. Il y avait 4 grandes stations de télévision dans la région de Philadelphie qui desservaient la région des 3 États. Il y avait 3 autres petites stations dans les villes environnantes. Le trajet jusqu'à Philadelphie prenait 1 heure. 3 des 4 stations étaient plus qu'heureuses d'apprendre l'ordonnance de cessation et d'abstention, et 2 d'entre elles ont même enregistré une interview avec moi. Je n'ai pas tergiversé, et malheureusement, j'ai dû mettre ma femme dans le même sac que Hoffman. La chaîne de télévision, qui n'avait aucun intérêt pour l'information, était extrêmement libérale et ne voulait pas alarmer les chefs du Parti démocrate. Je me suis arrêté à 3 petites stations en rentrant chez moi, mais elles avaient déjà reçu l'information du service de presse. Juste au moment où j'arrivais devant chez moi, j'ai entendu l'affaire de l'assembléiste être discutée à la radio. Je n'ai pas cherché à en savoir plus sur la vie personnelle d'Alan Hoffman, mais j'ai dit à tout le monde ce que je savais déjà. Il avait choisi de jouer le jeu, et j'avais simplement accepté d'y participer. Toute action légale que l'État ou l'assembléiste décidera de prendre ne fera qu'aggraver les choses. Marcy est rentrée pendant mon absence et a enlevé tous ses vêtements et effets personnels. Elle a clairement exprimé ses intentions. Elle a laissé une note expliquant qu'elle resterait indéfiniment chez sa sœur. Je n'avais pas d'autre choix que de rester à la maison avec les garçons, ce qui me convenait parfaitement. Demain serait une bonne journée pour aller à la banque s'il n'était pas trop tard. J'avais aussi besoin de rencontrer mon avocat. Josh et Jordan sont rentrés de l'école et sont immédiatement partis quelque part. Les relations étaient amicales entre nous, mais ils préféraient la compagnie de leurs amis. Peu après 5 heures, j'ai reçu un appel téléphonique paniqué de Marcy. Elle n'avait toujours pas dit ce qu'elle voulait et semblait se contenter de se plaindre de la façon dont j'avais exposé nos affaires privées de cette manière. J'ai essayé d'expliquer ce que son petit ami avait fait pour provoquer le conflit, mais elle ne voulait rien entendre. Apparemment, peu importait comment les circonstances se déroulaient, c'était de ma faute. Ça commençait à devenir amusant. Peu de temps après, Carl, Bradley et Ray sont arrivés. J'ai commandé des pizzas et nous nous sommes installés pour une longue soirée. Richard Tolliver avait disparu, emportant avec lui les dépôts du mois dernier de Superlens Optical. Il s'élevait à plus de 60 000 $. Comme il était le gérant et non le propriétaire, l'argent ne lui appartenait pas. Carl était assez sûr que Betsy était avec lui. Carl a annulé toutes ses cartes de crédit, mais pas avant qu'elle n'en utilise une dans un motel dans l'Indiana. Il a informé les autorités de l'utilisation de la carte. En passant devant la maison au 321 David Drive, Bradley l'a trouvée vide et s'est arrêté à la carrosserie où travaillait Steve Springer. Bradley était sûr que Springer récupérerait son dernier chèque de paye et que Steve aurait une nouvelle adresse. Il leur a dit qu'il était le propriétaire de Steve et voulait lui envoyer un chèque de loyer. Ils lui ont donné l'adresse avec plaisir. Une fois les papiers du divorce prêts, Bradley a fait le voyage jusqu'à Nitro, en Virginie-Occidentale. Nous lui avons tous souhaité bonne chance. Ray souriait bêtement en nous racontant la disparition de la Volvo de Jenny. Elle était garée devant la maison de ses parents à Frackville. La voiture était assurée, bien sûr, mais l'indemnisation dépassait la valeur vénale actuelle. Jenny ne l'avait toujours pas appelée et personne n'avait signalé la disparition de la voiture. Il nous a promis qu'Owen Zimmer entendrait bientôt parler de lui. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait avec la voiture. Après avoir expliqué tout sur l'émission télévisée d'Alan Hoffman, nous avons discuté de comment nous pourrions nous entraider. Nous avons décidé de mettre fin à la journée quand la bière a manqué. À peine avais-je remis de l'ordre dans la maison que les garçons sont rentrés. Ils avaient reçu beaucoup de plaintes concernant leur mère et n'étaient pas contents. Je ne savais pas comment les aider. Le lendemain matin, je ne suis jamais allé travailler. Joyce m'a appelé sur mon téléphone portable avant mon arrivée. Plusieurs officiels et policiers m'attendaient au bureau. Elle leur a dit que j'étais à Baltimore pour le reste de la journée. Elle a également informé les ressources humaines que je prenais un congé maladie. J'ai passé le reste de la matinée avec mon avocat. J'ai passé la plupart de l'après-midi à la banque.
Si j'étais recherché par l'État, je n'ai pas eu beaucoup de succès. Vers 3 heures, j'ai reçu un appel téléphonique auquel je ne m'attendais aucunement. Jack Terrell, c'est Alice Hoffman. En réalité, c'est John, mais je suis disponible pour répondre à toute question. Comment puis-je vous aider? Retrouvons-nous à 5 heures au bar de Luciano. Je vous reconnaîtrai. Y a-t-il une raison particulière? Je pense que nous pouvons nous être utiles mutuellement. Pas d'autres questions. Je vous verrai à 5 heures. C'était complètement inattendu. J'avais vu des photos d'Alice Hoffman aux informations et dans les journaux. Elle était une force derrière son mari chétif. Elle venait d'une famille aisée et savait comment s'en servir. J'avais un étrange pressentiment que cette fois-ci, Alan avait dépassé les limites. Alice Hoffman avait toujours une coiffure et un maquillage parfait. Elle portait toujours les meilleurs vêtements. Le terme « exigeante » avait été inventé juste pour elle. Marcy voulait probablement prendre sa place, mais Alan Hoffman n'avait pas l'argent et Alice, si. Je suis passé par la maison pour prendre une chemise propre et une cravate, mais je n'ai pas pu entrer. Il y avait 2 voitures officielles garées devant la maison. Elle allait devoir me rencontrer en sueur et sale. Je n'ai eu aucun mal à trouver Alice Hoffman au restaurant. Un grand costaud en costume sombre m'a accueilli à la porte et m'a conduit à une table isolée dans un coin. « Est-ce que ça te dérange si je t'appelle Jack? » Pas du tout. Mon père m'appelle toujours Jack, mais c'est le seul. La lumière était tamisée, mais je pouvais distinguer que ses cheveux étaient blonds avec des reflets argentés. Il n'était pas teint. Elle avait la quarantaine, mais elle était bien dans sa peau. Sa tenue était simple. Un chemisier blanc et une jupe beige. Un cœur en cristal pendait à une chaîne en argent qui semblait relier toute l'image. Je voulais te remercier pour le merveilleux travail que tu as fait pour embarrasser mon mari. Je n'aurais pas pu faire mieux moi-même, même si je le voulais. Cependant, je suis désolé que tu aies dû payer un tel prix. Ça doit être terrible pour un mari aimant d'apprendre quelque chose comme ça. Ce n'était pas mon intention de t'humilier, toi ou ton mari. J'aurais été contente de garder tout cela secret. J'ai bien peur que ton mari ait tiré sur la mauvaise corde. Je ne réagis pas bien aux menaces. Je comprends. Je ne suis pas humilié ou embarrassé, Jack. Au contraire, je suis soulagé. J'étais sur le point de larguer ce crétin, mais je ne pouvais pas le faire sans avoir l'air vindicative ou grincheuse. Tu as résolu ce problème pour moi. Puisque tu es déjà engagé, j'espérais que nous pourrions nous entraider. Tu veux que je passe pour le méchant pour que tu puisses divorcer? Exactement. Sauras-tu gérer ça? Comment m'aideras-tu dans cette opération? J'ai des vidéos, 3 pour être précis, de ta femme et de mon mari. Elles sont de très bonne qualité. Je serai heureux de te fournir des copies à utiliser dans ton divorce si tu promets de les rendre publiques d'une manière ou d'une autre. Ça serait dégoûtant pour ma femme. Ça ne me dérange pas de jouer des tours à ton mari, mais j'aurais du mal à faire quelque chose comme ça à ma femme, peu importe ce qu'elle a fait. Peut-être changeras-tu d'avis après les avoir visionnés. La conversation entre Alan et ta femme sur la dernière vidéo n'est pas agréable. Certains commentaires sont blessants. J'ai du mal à croire qu'une femme puisse être mariée à un homme pendant 20 ans et penser si mal de lui. Ils ne m'ont pas traité mieux. J'aimerais que tu prennes en compte mes sentiments lorsque tu décideras de rendre les enregistrements publics. Après tout, c'est ton choix. Je compte sur toi pour être juste. Maintenant, je commence à me sentir mal. Devrions-nous prendre quelque chose à boire? Alice a agité sa main et un serveur est apparu de nulle part. Nous sommes restés silencieux quelques minutes jusqu'à ce que les boissons arrivent. J'étais absorbé par mes pensées et elle attendait nerveusement ma réponse. J'ai délicatement pressé une tranche de citron vert dans mon gin tonic. Sans le citron, ce n'est qu'une boisson gazeuse. J'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit sur la vidéo. D'accord, je le ferai. Ça valait la peine de voir ses yeux s'illuminer. Alan Hoffman était un idiot, ne réalisant pas ce qu'il avait à la maison. C'était un homme stupide qui venait de jeter sa vie par la fenêtre. Jack, je veillerai à ce que tu ne sois plus importuné par les services de police locaux ou étatiques. Mon mari peut occuper un poste, mais il n'a pas du tout le pouvoir qu'il pense avoir. Elle m'a tendu 3 CD de l'autre côté de la table.
Fais des copies de ceux-ci et édite-les si nécessaire. Le troisième contient également des conversations téléphoniques. J'espère que ce sera un projet excitant pour toi. Sens-toi libre d'utiliser Internet si tu penses que cela peut t'aider. Je sais que tu as 2 fils, alors ne fais rien qui puisse les embarrasser. Je ne vais pas te mettre dans l'embarras, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans aucune des vidéos. Mes sentiments pourraient être blessés, mais je ne serai pas embarrassé. J'avais le pressentiment que notre rencontre touchait à sa fin. Est-ce que je vous reverrai, Madame Hoffman? Est-ce que vous trouvez cela nécessaire ou avez-vous simplement envie de le faire? Je suis désolé, j'ai dit ça de manière inappropriée. Ça n'est pas sorti comme je le voulais. Maintenant, mes sentiments sont blessés. Nous avons tous les deux souri. J'ai mis le disque dans ma poche et me suis levé pour partir. Vendredi, 7 heures à cette table. Nous allons manger cette fois-ci. Cela vous dérange-t-il? J'ai souri et hoché la tête. Pour une raison quelconque, je me sentais coupable, mais j'aimais ça. En rentrant chez moi, les voitures noires avaient disparu. Josh et Jordan avaient préparé une sorte de dîner pour nous. Tout était ce qu'ils aimaient et pas très équilibré, mais j'ai apprécié leurs efforts. Plus tard, nous avons regardé un film en paiement à la séance. Je suis resté éveillé toute la nuit à monter les vidéos et les conversations téléphoniques qu'Alice Hoffman m'avait données. Les 3 vidéos étaient pour la plupart ennuyeuses, avec quelques bons moments. À la fin de la dernière cassette, Alan était au téléphone avec son ami après le départ de Marcy. C'était une courte conversation et un seul côté était enregistré. Mais c'était assez significatif pour que je fasse une copie séparée afin de la lui faire écouter à Marcy si la situation l'exigeait. Je devais retourner au travail le lendemain et j'étais fatigué d'avoir veillé une bonne partie de la nuit. J'ai remercié Joyce de m'avoir remplacé en lui offrant un bouquet de marguerites, ses fleurs préférées. À ce stade, elle savait ce qui se passait, tout comme tout le monde dans le bâtiment. Je ne pouvais pas savoir si j'étais considéré comme un héros ou un moins que rien. Une des chaînes de télévision de Philadelphie a accepté de venir me voir au sujet de la vidéo. Cela m'a évité de me déplacer en seconde partie de la journée. Le journaliste télé qui a pris le disque monté était très content de le recevoir. Il a pris soin d'expliquer que presque tout ne pouvait pas être diffusé à la télévision publique. Bien sûr, j'ai tout compris. J'ai demandé en passant si le reste ne se trouverait pas ailleurs. Il a souri pour montrer qu'il comprenait ce que je voulais dire, mais n'a rien dit. Comme il semblait réceptif, je lui ai donné un deuxième disque qui contenait les images. Il m'a serré la main et m'a promis que ce serait fait comme je le voulais. Josh et Jordan avaient des notes SAT assez élevées pour entrer à l'université sans problème. Jordan, ne sachant que faire, a demandé une admission anticipée sur la base de ses notes. Tout ce qu'il avait à faire était d'obtenir son diplôme d'études secondaires au lieu de passer une autre année au lycée. Je n'étais pas enchanté par l'idée, mais il a tout organisé et se sentait confiant. Maintenant, ils iront tous les deux à l'Université d'État de Pennsylvanie en même temps. J'ai contracté un deuxième prêt hypothécaire sur la maison et payé les frais de scolarité pour les deux pendant 4 ans. Cela a englouti toutes nos économies et tout l'avoir que Marcy et moi avions dans la maison. J'étais maintenant prêt à fixer les modalités du divorce. Ma femme ne serait pas contente. Je restais tard au travail. Joyce faisait du bon travail pour me remplacer, mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Marcy a appelé pour se plaindre de cartes de crédit qui ne fonctionnaient plus. J'ai saisi l'occasion pour lui dire qu'elle devrait commencer à utiliser son téléphone portable prépayé car j'allais annuler son téléphone habituel le jour même. Le soir, j'ai dit aux garçons que des vidéos perturbantes de leur mère pourraient apparaître sur Internet. Ils n'étaient pas enchantés, mais ont dit que je les soutenais dans ce qui devait être fait. Le lendemain matin, Marcy attendait dehors que Josh et Jordan partent pour l'école, puis a frappé à la porte. Elle s'est assise à la table de la cuisine et je lui ai tendu une tasse de café. « John, pouvons-nous arrêter ça? Les choses deviennent incontrôlables. J'ai peur de regarder la télévision ou même de sortir de la maison. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles des photos seraient publiées sur plusieurs sites web. Ce n'est pas juste, John. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais j'ai été prudente et précautionneuse pour que tu ne sois pas embarrassé ou blessé.
Ton essai d'être prudent n'a pas trop bien fonctionné, n'est-ce pas? As-tu une idée de l'embarras que tu as causé à tes fils? Ce n'était pas moi, c'était toi. Quand tu as tout rendu public, tu as tout gâché. Je pense que ça aurait été une bonne idée de laisser tomber. Je t'avais dit avant que j'aurais été très heureux de le faire, mais quand ton amant a décidé de me menacer, j'ai été obligé de changer d'avis. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lier avec un tel personnage méprisable en premier lieu? Il n'était pas méprisable. Il était compréhensif et attentionné. Tu m'as prise pour acquise. Lui me valorisait. Il me flattait et me faisait me sentir bien dans ma peau. Mon estime de moi est toujours restée élevée pendant des jours après avoir interagi avec lui. Il n'était pas méprisable. J'ai détesté entendre ma femme trouver des excuses pour son infidélité. Le plus triste était qu'elle se trompait complètement sur ses sentiments pour elle. Je savais que ça serait cruel, mais je sentais qu'il était temps de mettre fin à son monde imaginaire. J'ai sorti un petit enregistreur numérique de ma poche et je l'ai posé sur la table. Voici l'appel téléphonique qu'Alan Hoffman a passé à son ami la dernière fois que vous étiez ensemble. Je suis désolé, mais dans ces circonstances, je me sens obligé de le rejouer pour toi. Je trouve injuste de me blâmer pour ce que tu as fait. Pendant 20 ans, je t'ai traité avec décence et respect, et tu as tout abandonné pour ce type. J'ai appuyé sur le bouton de lecture et j'ai observé son visage alors qu'Alan Hoffman commençait à parler. C'était une conversation à sens unique. « Salut, Greg. Désolé d'être un peu en retard. Comme toujours, super. Super moyen d'égayer une journée nuageuse. Je ne pense pas, mec. Je ne sortirai jamais en public avec elle. Derrière des portes closes avec les lumières tamisées, elle est canonne, mais ça ne va pas plus loin que ça. La seule raison pour laquelle je continue de sortir avec elle, c'est parce qu'elle a une super tête. Je sais, mais son visage ressemble à quelqu'un qui l'aurait râpé avec une râpe à fromage. Bon sang, je pense qu'elle se maquille avec un pinceau. C'est pourquoi j'essaie toujours de tamiser les lumières. Je ne sais pas si elle serait partante pour un plan à 3, mais je pourrais le suggérer la prochaine fois qu'on se voit. Non, ça va. J'arriverai dans environ 20 minutes. Marcy resta silencieuse, regardant droit devant elle. Elle ne regardait rien, juste fixant. Ses yeux semblaient s'embuer. Je savais que cette cassette lui faisait du mal. Toutes ces années de mariage, j'ai essayé de ne pas aborder le sujet de son acné adolescente, de ses cicatrices et de ses marques. Je ne pourrais jamais lui faire de mal de cette manière. Elle fixa son regard sur moi. Je n'avais pas besoin d'entendre ça. Mais que pensais-tu accomplir en jouant cette cassette? Au moins, je pensais pouvoir sortir de ce fiasco avec de bons souvenirs, et maintenant tu as même gâché cela. C'était incroyable. Alan Hoffman, l'amant de ma femme, révèle ses vrais sentiments pour elle, et elle s'offense contre moi. En 20 ans, je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit concernant ta peau, et tu choisis quand même de te ranger du côté de ce rat. J'ai mis l'enregistreur dans ma poche et me suis levé pour partir. Une fois arrivé au travail, j'ai appelé mon avocat et lui ai demandé de remettre les papiers du divorce dès qu'il en aurait l'occasion. Nous avons décidé de mettre l'adultère comme motif plutôt que quelque chose de plus doux. Carl a appelé et a pris rendez-vous pour déjeuner. Joyce semblait un peu éméchée car elle avait trouvé 2 sites web avec des vidéos de ma femme et de l'assembléiste Hoffman. J'étais sûr qu'il ne durerait pas longtemps car il ne respectait pas les exigences de confidentialité, mais d'ici à ce qu'il soit retiré, le mal serait fait. Selon une chaîne de télévision locale, Alan Hoffman était en vacances imprévues aux Bahamas. Aucune déclaration à la presse. Le déjeuner avec Carl était intéressant. Betsy et Oliver ont été arrêtés dans le Kentucky près de Fort Campbell. Un policier local vérifiait aléatoirement les plaques d'immatriculation étrangères et les a contrôlées juste pour s'entraîner. Par chance, la plaque d'immatriculation de Tolliver était le numéro gagnant. Carl n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais semblait apprécier la situation sur le moment. Il l'avait appelé pour vérifier son identité, mais il n'y avait aucune indication qu'une autre action était requise de sa part. Bradley avait emprunté une voiture quelque part et s'était dirigé vers Nitro, en Virginie-Occidentale. Nous ne savions pas ce qu'il allait faire, et nous ne voulions pas le savoir. Bonne chance à lui.
Ni Carl ni moi n'avons vu ni entendu parler de Ray pendant plusieurs jours. Le reste de la journée s'est écoulé tranquillement et sans incident. Plus tard, un ami agent immobilier à moi est passé pour enlever une annonce pour une maison à vendre. Comme les garçons se préparaient à prendre la route et que j'étais seul, je n'avais pas besoin de lui. J'espérais juste qu'après avoir payé les frais de clôture à l'agent immobilier, il resterait assez d'argent pour que je n'aie pas à sortir un sou de ma poche. Il y avait des nouvelles intéressantes à la télévision ce soir-là. Il semblerait qu'une maison mobile de 300 000 $ avait brûlé au sol sur un parking du marché Green Dragon. La maison mobile appartenait à Owen Zimmer, un homme d'affaires de Lancaster. On soupçonnait un incendie criminel. Je riais en moi-même en sortant une bière du réfrigérateur. C'était agréable de voir que Ray ne prenait pas personnellement toute cette merde. Il y avait un marathon de films de Steven Seagal ce soir-là. J'ai vérifié que j'avais assez de bière. Je n'avais aucune idée où se trouvaient mes fils. Le vendredi était une journée calme au travail, ce que j'appréciais. Marcy a appelé après le déjeuner pour demander des informations sur le panneau à vendre dans la cour. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre les meubles qu'elle voulait dans la maison et que nous partagerions les bénéfices à 50-50. Elle n'a pas protesté contre la vente de la maison. Je pense qu'à ce moment-là, elle a réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle n'avait aucune idée que Jordan serait accepté à l'université plus tôt que prévu. À partir de ces informations, j'ai deviné que les garçons ne parlaient pas à leur mère. Elle a rappelé dans l'après-midi lorsqu'elle a reçu les papiers du divorce. Je lui ai dit que nous pourrions en parler le lendemain. Il semblait qu'elle n'était pas satisfaite de la raison donnée dans les papiers. Ce soir-là, j'attendais avec impatience le dîner. Alice Hoffman était assise à la même place que la dernière fois que je l'avais vue. Cette fois-ci, cependant, elle avait l'air radieuse. Comme d'habitude, ses cheveux et son maquillage étaient impeccables. La robe qu'elle portait était appropriée pour l'occasion et lui allait très bien. En m'approchant de la table, j'ai soudain réalisé que je la fixais. Je n'ai pas remarqué votre assistant quand je suis entré. Sa fille a un récital de piano ce soir, alors je lui ai donné congé. Tu devras peut-être me raccompagner chez moi plus tard, alors fais attention aux boissons. Pour une raison quelconque, cela ressemblait à une invitation, ce qui était gênant puisque la dame me connaissait à peine. Je pense qu'un peu de vin ne ferait pas de mal, John. As-tu une préférence? Je ne suis pas un connaisseur en vin, mais un rosé, portugais s'il en ont, me conviendrait. Comme c'est utilitaire. Cela pourrait se révéler être un rendez-vous bon marché pour moi. Quelques minutes plus tard, nous partagions déjà une bouteille de lancé bien fraîche. J'ai pris une gorgée et souri. Puisque c'est un rendez-vous, comme tu l'as dit, j'ai peur de me sentir obligé de payer l'addition. S'il te plaît, ne commande pas de homard. La conversation est restée légère et agréable pour la majeure partie de la soirée. À un moment donné, Alice a mentionné que cela faciliterait son divorce si elle pouvait obtenir une sorte de déclaration de Marcy confirmant qu'elle avait trompé. J'ai promis d'en parler avec elle. Nous n'avons pas commandé une autre bouteille de vin, mais sommes passés au café. Alice n'a pas commandé de homard, et j'ai fini par payer la soirée. Je l'ai raccompagnée chez elle et l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Elle ne m'a pas invité à entrer, mais je lui ai donné un rapide baiser sur la joue. Elle n'a pas protesté. Cela s'est terminé magnifiquement, tout comme cela avait commencé. Je me suis amusé et j'ai apprécié sa compagnie. En rentrant chez moi, j'ai essayé de réfléchir à des moyens de la revoir. Les gars et moi venions de terminer le petit déjeuner lorsque Marcy est arrivée. Josh et Jordan ont essayé d'être polis avec leur mère, mais ce n'était pas leur fort. Ils sont tous les deux sortis et en quelques minutes, la tondeuse à gazon brisait déjà le silence du matin. « Que puis-je faire pour toi, Marcy ?» Je n'ai vu aucune raison d'échanger des politesses, alors je suis allé droit au but. Voici les termes du divorce. Je me demandais si je pourrais te convaincre de les changer pour quelque chose de moins explicite. Tu n'aimes pas le terme « infidélité ». Je sais que c'est complètement justifié et que tu as tout à fait le droit de l'utiliser, mais je me sentirais mieux si tu l'adoucissais un peu. Ça n'avait pas de sens puisque les médias le diffusaient. Je vais te faire une offre. Si tu fais une déclaration à l'avocat d'Alice Hoffman confirmant une liaison avec son mari,
je le changerai en ce que tu veux. Comment es-tu impliqué dans l'affaire de divorce d'Alice Hoffman? Pourquoi est-ce si important pour toi? Ma relation avec Alice était très occasionnelle et strictement professionnelle, mais je me sentais quand même un peu coupable d'essayer de l'expliquer à Marcy. Après ce qu'elle avait fait, mon indécision n'avait aucun sens, mais apparemment je me sentais toujours marié et obligé d'être fidèle. Maintenant je réalise que c'était une stupidité de m'accrocher à ça. Alice Hoffman m'a contacté pour voir si je pouvais l'aider à rassembler des informations qui l'aideraient dans son divorce. C'est elle qui m'a donné les vidéocassettes de toi et d'Alan. À la mention des vidéocassettes, des larmes sont montées aux yeux de Marcy. Elle n'a pas pleuré complètement, juste un peu sanglotée. Je lui ai tendu une serviette en papier pour qu'elle s'essuie le visage. Janice et moi en avons regardé une partie en ligne. C'était horrible. Ils n'ont même pas eu la décence de flouter mon visage. Dieu merci, ils n'ont pas donné mon nom ni où nous vivons. Comment crois-tu que je me sentais? Je sais que ça peut sembler froid, mais je n'ai pas pensé à comme tout cela t'affecterait, toi et les garçons. Ce n'est que lorsque j'ai découvert les cassettes que je me suis inquiété. Je suppose que cela suggère que tu n'es pas désolé pour ce que tu as fait, mais pour t'être fait prendre. Je déteste le dire, mais je suppose que c'est comme ça. Il n'y a aucun moyen d'annuler ce que j'ai fait, et je ne pourrai jamais le refaire. Je lui ai rempli sa tasse de café et elle s'est de nouveau essuyé le visage. John, je suis désolé pour ce que j'ai fait dans les vidéos. Je suis désolé que tu les aies vues. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait des choses à lui que tu n'as pas faites avec moi. On dirait que tu l'aimais plus que tu ne m'aimais. Les larmes commençaient déjà à couler. Je ne voulais pas la contrarier ainsi, mais j'avais l'impression qu'elle avait dirigé la conversation dans cette direction toute seule. Étonnamment, je ne me sentais pas coupable de lui avoir fait du mal. Il était riche et puissant, et j'avais l'impression de vouloir tout faire pour lui plaire. Je ne l'aimais pas, mais je voulais être avec lui. Je sais que je ne suis pas belle ni imposante, alors j'ai pensé que je pourrais le rendre heureux en lui offrant un cadeau sous la forme de moi-même. J'étais désespéré, alors j'ai fait des choses avec lui que je n'avais jamais faites auparavant. J'aimerais pouvoir arranger les choses. J'ai posé ma tasse dans l'évier. Je n'avais plus envie de boire du café. Je crois que je ne voulais tout simplement plus boire de café avec Marcy. J'ai attrapé la carte de visite de l'avocat d'Alice Hoffman sur le réfrigérateur et la lui ai tendue. Elle a pris la carte et est sortie par la porte. En fait, Marcy, ce que tu as dit sur la cassette m'a plus blessé que tout ce que vous avez fait ensemble. Tes remarques sur moi et notre relation resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Rien n'échappait à tes attaques verbales. Tu n'étais pas satisfaite de mon apparence, de mon travail, de ma capacité à subvenir à tes besoins ou de nos vies. Il semble que, à tes yeux, je ne pouvais rien faire correctement. Le divorce sera un tel soulagement pour toi. Tu te débarrasseras enfin de ton mari perdant. John, s'il te plaît, ce n'était pas comme ça. Je suis désolé, Marcy. Au revoir. Elle se tenait sur le porche, pleurant toujours, pendant que je fermais la porte et me détournais. Alors que sa voiture sortait de l'allée, la tondeuse s'arrêta. Josh et Jordan entrèrent dans la maison et chacun prit un verre de coca bien frais. « Tu vas nous annoncer la nouvelle, ou bien on va encore être traités comme des champignons ?» Josh essayait d'être gentil, mais aussi de se faire comprendre. « Ta mère n'était pas contente que j'ai divorcé pour adultère. Elle a demandé si je pouvais changer ça pour qu'elle ne passe pas pour une salope. J'espère que tu n'as pas accepté. C'est ta mère, Josh. » Et un peu de compassion. Ils m'ont tous les deux regardé, un peu déçus. Ils sont retournés dans la cour, et quelques minutes plus tard, la tondeuse était de nouveau en marche. Depuis que Jordan avait obtenu son diplôme d'études secondaires, il n'avait plus besoin d'aller à l'école. Josh devait toujours y aller, mais seulement pour accumuler des jours de présence. Il avait déjà rempli toutes les conditions d'inscription. Jordan profitait de ce temps pour gagner un peu d'argent en travaillant pour un paysagiste local. Ils aimaient se taquiner. Josh pouvait voir les jolies filles à l'école et Jordan pouvait gagner de l'argent. Les choses commençaient lentement à s'améliorer. Quoi qu'il en soit, la femme d'Owen Zimmer a découvert pourquoi sa caravane avait brûlé.
Il s'est avéré qu'Owen était un vendeur qui travaillait chez un concessionnaire Volvo et qu'il était marié à la fille du propriétaire. Il ne possédait rien, mais elle si. Les rouages ne se sont pas mis en marche immédiatement après que sa femme a reçu un mystérieux colis par la poste. Bientôt, Owen se retrouverait à la rue, sans emploi et sans femme. Jenny vivait toujours chez ses parents. Ray n'avait fait aucun effort pour la contacter depuis qu'il avait entamé la procédure de divorce. Bradley est revenu de Virginie occidentale avec un sourire satisfait. Il s'est assuré que Carla obtenait une copie de l'article de journal décrivant les blessures subies par Steve Springer lors d'une attaque non provoquée le week-end. Monsieur Springer a déclaré à la police que 3 hommes l'avaient agressé sans raison alors qu'il quittait sa maison. En réalité, il s'agissait d'un mari en colère avec une batte de baseball. Carla a fini par annuler la demande de divorce, mais Bradley n'a rien promis dans un sens ou dans l'autre. Carl a déposé les papiers de divorce de Betsy pendant qu'elle était en prison à Clarksville. Il a tout réglé et est parti à Pensacola. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de Betsy. Après le départ de Carl, cela m'était égal. Je déjeunais avec Alice quelques fois par semaine et dînais généralement le soir, une fois le week-end. Il n'y avait rien de romantique, juste une bonne compagnie. Après un moment, nous avons arrêté de mentionner l'infidélité et le divorce imminent. Nous parlions cependant d'Alan, principalement parce qu'il n'était pas revenu des Bahamas ou d'où qu'il ait été. Il semblait avoir conclu un accord spécial avec des hommes d'affaires louches pour la franchise de l'activité du DMV de l'État. De grosses sommes d'argent changeaient de main et beaucoup de gens voulaient parler à M. Hoffman. Alice voulait rencontrer Josh et Jordan, mais je retardais le moment. Il y avait trop de risques qu'une belle relation se transforme en quelque chose d'inapproprié. Tous mes camarades de club semblaient avoir résolu leurs problèmes matrimoniaux avec une certaine satisfaction. Pour ma part, j'avais l'impression que le mien était toujours en suspens. Mais les choses ont changé de manière inattendue. Jordan a obtenu l'autorisation de suivre des cours pendant la session d'été pour lui-même et Josh. Avec mon accord, Josh a pu obtenir son diplôme sans suivre une année de cours. Il manquera les cérémonies de remise des diplômes, mais les 2 garçons pourront entrer à l'université plus tôt. On dirait que Jordan devenait un sacré négociateur. J'ai pris un congé pour les aider à déménager tous les 2 sur le campus. J'étais désormais seul. Je ne me souvenais pas d'avoir laissé les lumières de la maison allumées en partant, et je ne m'attendais pas à trouver un homme corpulent dans mon salon. Il tenait une Foster's dans une main et mon premier exemplaire de The Big Kill dans l'autre. D'une manière ou d'une autre, je n'avais pas peur. La bière venait de mon réfrigérateur et le livre de ma bibliothèque. Il avait l'air confiant et calme en reconnaissant ma présence. « Bonsoir, Monsieur Terrell. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de m'être détendu un peu en attendant votre retour. J'espère que vos garçons se sont bien installés. J'ai toujours aimé lire Mickey Spillane. Ses 5 premiers livres étaient les meilleurs, n'est-ce pas? Mon invité non désiré était vêtu d'une veste bleue et d'un col roulé gris. Il avait l'air d'appartenir au country club, pas à mon salon. Il portait une paire de lunettes bifocales sur le nez. Sans répondre, j'ai quitté la pièce et je me suis servi une bière. Quand je suis revenu, il avait posé son livre sur la table de chevet. Je me suis assis en face de lui et ai goûté à ma longue bouteille. Il a souri et semblait très détendu. Je m'appelle Elwood Kincaid. Alice Hoffman est ma seule fille. Elle a besoin d'aide en ce moment, et autant que je sache, vous êtes la seule personne qui puisse l'aider. Maintenant, je savais à quoi ressemblait vraiment l'argent. Quelqu'un qui aime Mike Hammer et la bière australienne ne peut pas être entièrement mauvais. Je suis tout oui, Monsieur Kincaid. Veuillez continuer. Il y a plusieurs groupes de personnes différents à la recherche du mari de ma fille. Malheureusement, certains d'entre eux ne sont pas très sympathiques. J'ai dû déplacer Alice dans un endroit sûr, et j'ai besoin de quelqu'un pour veiller sur elle. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Je pensais qu'elle avait quelqu'un du personnel pour s'occuper de ça. Plus maintenant. Je ne vais pas m'expliquer. Quand je dis veiller sur elle, je ne veux pas dire qu'elle a besoin d'être protégée physiquement. Elle a besoin de compagnie et de réconfort davantage. D'après ce qu'elle m'a dit, vous êtes la meilleure personne pour le travail.
Elwood Kincaid souriait en expliquant la situation. Je ne sais pas si je me sentais mal à l'aise ou à l'aise en le faisant. Que voulez-vous dire exactement par là? J'ai juste besoin que vous lui teniez la main pendant une semaine ou deux. Il a posé la bouteille vide sur la table de chevet, la plaçant soigneusement sur une serviette en papier. Où est-elle maintenant? Dans le nord de l'État de New York. J'ai une petite maison sur une étendue isolée de la rivière Chazy. Si elle était plus au nord, elle finirait au Canada. J'ai un travail auquel je dois me rendre. Vous avez 2 semaines de congés payés à partir d'aujourd'hui. Tout est déjà arrangé. Pourriez-vous expliquer de nouveau pourquoi vous m'avez choisi? Monsieur Kincaid semblait réticent à répondre à ma question. Après avoir gigoté sur son siège pendant un moment, il semblait enfin prêt pour moi. J'ai commis une grosse erreur il y a quelques années quand j'ai littéralement forcé Alice à épouser Alan Hoffman. Je pensais qu'il était un brillant politicien en devenir et que ce serait le mari parfait pour ma fille. Elle ne l'aimait pas et a d'abord rejeté ma proposition. Malheureusement, je l'ai harcelée jusqu'à ce qu'elle cède. J'ai gâché sa vie et je ne veux pas que cela se reproduise. Pourquoi penses-tu que je suis meilleur? Elle t'a choisi. Je ne suis pas en position de contester son choix. J'ai ramassé 2 bouteilles de bière vides et je me suis dirigé vers la cuisine. Je n'ai pas besoin d'en prendre plus, John. J'en ai déjà pris 2. 3 bières et je fais pipi au lit. Je suis revenu avec une nouvelle bouteille de bière à la main. Comment trouver cet endroit? Il a plongé sa main dans sa poche et m'a tendu un petit GPS portable. Les coordonnées sont déjà programmées dedans. Tu n'en auras pas besoin avant d'être au nord de Plattsburgh. J'ai aussi une carte pour toi, au cas où. J'étais assis à regarder le GPS pendant qu'Elwood Kincaid se levait pour partir. Si tu veux, tu peux emmener le livre avec toi. Merci, mais je l'ai déjà lu 3 fois. Quand peux-tu partir? Je serai parti d'ici avant l'aube. J'ai fini ma bière alors qu'il sortait par la porte. Je ne voyais toujours pas où il avait garé sa voiture. J'avais besoin d'une douche et d'une bonne nuit de sommeil. J'étais presque à Binghamton quand mon téléphone portable a vibré. John, c'est Janice. Où es-tu? J'ai du mal à te joindre. Je suis en petit voyage. Que puis-je faire pour toi? Marcy a disparu. Je ne l'ai ni vue ni entendue depuis hier matin. J'espérais que tu pourrais savoir quelque chose. Désolé, Janice. J'étais toute la journée d'hier à l'université avec les gars. Je n'ai aucune idée d'où elle pourrait être. Elle n'a pas appelé depuis un moment. John, je ne sais pas quoi faire. Peux-tu venir chez nous? Je ne pense pas. Je suis actuellement dans l'État de New York et je me dirige vers le lac Champlain. Je serai probablement ici au moins une semaine, peut-être plus. As-tu prévenu la police? Oui. Ils seront bientôt là. J'espérais juste que tu sois là pour leur parler. Je n'ai pas d'idée qui pourrait aider. Tu as été plus proche de Marcy ces dernières semaines, donc tu sais probablement mieux que moi où elle est et ce qu'elle fait. Ne te méprends pas, je me soucie de ce qui lui est arrivé, mais je ne suis pas en mesure d'être d'une grande aide. Je t'appellerai après le départ de la police. Peut-être que je vais leur donner ton numéro de téléphone portable. Est-ce que ça te va? Pas de problème. Merci pour l'appel. Désolé, je ne peux pas être plus utile. J'ai passé les prochaines heures à me remémorer la vie de May et Marcy ensemble. Pour une raison quelconque, je me suis attardé sur les moments où je doutais de sa fidélité. Ce n'était jamais rien de concret. Je me souvenais des instants où je ressentais des accès de jalousie lorsqu'elle discutait longuement avec des hommes qu'elle connaissait lors de soirées ou d'autres événements. Je me demandais à propos de certains petits voyages qu'elle avait faits avec ses amis au fil des ans. Compte tenu des événements récents, je pensais maintenant qu'elle avait peut-être eu d'autres liaisons dont j'étais trop innocent pour découvrir à l'époque. Je me suis réprimandé pour être trop naïf et crédule. Peut-être que si j'avais été plus prudent et affectueux, rien de tout cela ne serait arrivé. Une tasse de café chaud de chez Mickey D m'a ramené à la raison. Je n'ai pas trompé, c'est elle qui l'a fait. Laisse-le ici. Au nord de Saratoga Springs, le téléphone a sonné quelques fois, mais la réception était trop mauvaise pour tenir une conversation. J'ai décidé de ne pas m'en préoccuper et j'ai simplement continué à conduire. La cabane vers laquelle Elwood Kincaid m'a dirigé n'était pas près de chez elle, mais plus au nord. Le GPS m'a beaucoup aidé. Sans lui,
Je n'aurais pas trouvé l'endroit. Le bras ouest de la rivière Chézet était fait de roches solides et d'eau blanche. Conduire le long de celle-ci était très beau avec en toile de fond le soleil couchant. Dans mon imagination, je pouvais voir un arc-en-ciel natif sous chaque rocher. J'espérais trouver du matériel de pêche à ma destination. Naturellement, j'ai raté le virage. Le GPS m'a immédiatement informé de mon erreur. Il y avait au moins un quart de mille avant que je ne voie une route pavée en gravier. C'était une cabane en pierre avec un large porche avant. Compte tenu de l'abondance de roches dans la région, il était compréhensible qu'ils aient choisi la pierre plutôt que les rondins. La cabane se dressait sur une petite butte à environ 100 pieds de la rivière. Lorsque j'ai ouvert la portière de la voiture, la première chose que j'ai remarquée était le bruit de l'eau qui coule. La deuxième était Alice debout dans l'embrasure de la cabane, éclairée par la lumière de la pièce derrière elle. J'imaginais qu'elle attendait le bruit d'une voiture sur le gravier ou la lumière des phares. J'étais flatté qu'elle soit impatiente de me voir. J'étais heureux de la voir. Elle attendait sur le porche comme une petite fille pendant que je déposais mes sacs. Je devais les déposer quand elle s'est jetée autour de mon cou et m'a serré dans ses bras. Ça aurait été le moment parfait pour un vrai baiser, mais nous nous sommes tous les deux reculés, légèrement gênés avant que cela n'arrive. Elle avait du chili épicé sur la cuisinière et de la bière fraîche dans le frigo. C'était la fin parfaite d'une longue journée. Alice et moi avons discuté pendant quelques minutes. J'essayais toujours de ne pas être trop explicite. J'aimais Alice, mais nous étions tous les deux mariés et j'étais un peu inexpérimenté en matière de romance. La chambre d'amis était confortable, mais la chambre principale serait plus agréable. Demain, je devrais me forcer à être un peu plus courageux. Je me suis réveillé avec l'odeur des saucisses et des cookies. Alice a attendu que mon visage moustachu se montre avant de commencer les œufs brouillés. Elle était joyeuse et alerte. Il s'est avéré qu'elle achète la plupart de ses vêtements chez Elabine. Cela lui allait beaucoup mieux que les vêtements chics qu'elle portait en ville. Elle était fière de la gelée de coin parce qu'elle l'avait faite elle-même. Elle a dû admettre que c'était délicieux. Quand la première cafetière s'est vidée, j'ai utilisé cela comme excuse pour aller prendre une douche et me raser. Je me sentais assez à l'aise pour lui parler toute la matinée. Le reste de la matinée a été passé à se promener dans les environs. Il y avait plusieurs centaines d'acres ici, assez isolés. La rivière servait de limite d'un côté et la route principale de l'autre. Je n'avais jamais vu autant de rochers de ma vie. On aurait dit qu'il y a 1 million d'années un glacier s'était arrêté ici pour se reposer. Après le déjeuner, Alice m'a présenté à une petite pièce pleine d'équipements de pêche. Ses yeux se sont illuminés quand elle a vu mon excitation. 2 semaines ne suffiraient pas. J'ai essayé plusieurs fois sans succès de joindre Janice sur son téléphone portable. Le chalet avait l'électricité mais pas de téléphone. Alice a dit que c'est ce que son père voulait. Qui pourrait contester cette logique? Pendant qu'Alice s'occupait des tâches ménagères mineures, j'ai fait l'inventaire et exploré la salle d'équipement. Je n'avais pas de permis de pêche de New York, mais Elwood avait eu la gentillesse de laisser ma veste de pêche avec mon permis. Je ne croyais pas que le garde-chasse serait intéressé à vérifier ce tronçon d'eau privée, mais cela ne ferait pas de mal de le porter. Pour mon projet du soir, j'ai choisi une vieille canne en bambou avec des anneaux usés. La canne avait au moins 50 ans. La plupart des anneaux en verre étaient fissurés ou manquants. C'était parfait pour ce que je voulais. Un vieux moulinet Mitchell que j'ai découvert avait besoin d'un bon nettoyage et d'une lubrification. Dans un coin se trouvait une canne à pêche cassée avec des anneaux assortis. J'avais hâte d'être à demain. Le dîner spaghetti qu'Alice a préparé ce soir-là était délicieux. La seule chose qui manquait était du pain italien frais. J'ai compensé le manque de pain avec une deuxième chope de bière. Même s'il faisait été, nous avons décidé de faire un feu. Il faisait assez frais pour que nous ne nous sentions pas mal à l'aise, et je dois admettre que c'était romantique. Il m'a fallu seulement quelques heures pour fixer la canne à pêche au moulinet de ma canne à mouche en bambou. Comme j'étais prêt pour le lendemain, j'ai passé le reste de la soirée avec Alice devant la cheminée. Elle avait une vieille machine à pop-corn avec laquelle nous avons eu du plaisir à essayer de faire du pop-corn. Je pense que nous en avons brûlé plus de la moitié, mais nous nous sommes bien amusés.
Le feu de joie était en train de se terminer quand Alice m'a regardé. « Tu ne vas pas me laisser dormir seul encore une fois, n'est-ce pas ?» Inutile de dire que j'ai manqué une sortie de pêche matinale. Au moment où nous sommes sortis du lit, il était trop tard pour le petit déjeuner. Nous avons pris des œufs brouillés ou un brunch pour le déjeuner. J'étais étonné que nous soyons aussi compatibles au lit qu'à table. Alice a insisté pour que j'aille pêcher après le déjeuner. Elle prétendait avoir besoin de se reposer. C'était bon de savoir qu'Alan avait appris à Alice les mêmes astuces pour dormir que Marcy avait apprises. Je déteste l'admettre, mais je suis un pêcheur illégal. J'ai passé 20 minutes à ramasser des asticots au fond des ruisseaux. Comme appât, ils étaient irrésistibles pour les truites. Selon l'État, il était illégal de les pêcher. En moins d'une heure, j'avais 4 bottées. Ce soir-là, nous avons mangé de la truite fraîche et des frites maison pour le dîner. Alice avait également apporté un Mathéus rosé qu'elle avait spécialement choisi pour l'occasion. Les choses ne pouvaient pas être mieux qu'elles ne le sont maintenant. J'avais complètement oublié ma femme disparue. Après 5 jours de béatitude céleste, j'ai décidé qu'il était temps de faire un petit voyage à Plattsburgh. Nous avons mangé quelques hamburgers et des frites. Nous avons capté un signal de téléphone portable et j'ai pu contacter Janice. Marcy était actuellement en visite avec le FBI. Janice ne savait rien d'autre. Et cela m'importait peu. J'ai appelé l'avocat et j'ai appris que le divorce était en cours et qu'aucun problème n'était prévu. L'agent immobilier était heureux de m'annoncer que nous avions une offre pour la maison, mais était contrarié qu'il soit impossible d'obtenir les signatures de consentement. J'ai accepté de revenir le lendemain pour signer les documents, mais je ne savais pas comment ils allaient obtenir la signature de Marcy. Le lendemain matin, j'étais sur le point de rentrer en Pennsylvanie quand Alice m'a dit que ce n'était pas nécessaire. Nous nous sommes rendus à l'aéroport de Plattsburgh où un jet privé nous attendait. Je ne savais pas comment elle avait organisé l'avion, et je ne savais même pas qu'il serait là. 2 heures plus tard, nous étions chez nous. Ça doit être agréable d'avoir un papa riche. J'ai réglé quelques petites tâches pendant qu'Alice discutait avec son père. 3 heures plus tard, nous étions en route pour rentrer à la maison, ou devrais-je dire à la cabane. Alice avait acheté quelques bouteilles de vin de plus et une caisse de Foster's. Elle avait également acheté de la nouvelle lingerie, bien que je ne sache pas pourquoi. C'était bon d'être de retour au pavillon. J'avais l'impression d'appartenir à cet endroit. 2 semaines plus tard, nous avons reçu la visite d'Elwood Kincaid. Il avait d'une manière ou d'une autre réussi à obtenir mon acte de divorce final. J'étais désormais un homme libre. Il avait également le certificat de décès d'Alan Hoffman, qui avait apparemment été retrouvé noyé dans les eaux peu profondes au large de Montego Bay. Personne ne savait ce qu'il faisait là-bas ni comment il y était arrivé. Le FBI n'avait plus besoin de Marcy. Elle habitait de nouveau avec Janice. Monsieur Kincaid avait ordonné que tous les meubles et effets de la maison soient mis en garde-meubles. Je ne sais pas si Marcy en a récupéré une partie. Si je voulais revenir, mon ancien poste serait toujours disponible. J'attendais avec impatience l'hiver sur la branche ouest de la rivière Chazy.